Justement, vous parlez de donner l'envie aux gens, aux personnes qui ont été formées à l'extérieur, qui ont beaucoup investi dans leur formation de revenus. Est-ce que les salaires en Afrique sont attractifs pour l'Afrique, même si l'Africain a envie de rester chez lui? Est-ce qu'on lui donne également l'opportunité de s'exprimer? Parce que vous êtes spécialiste en éducation, certes. Euh, que doivent mettre en place les entreprises également pour, on sait que je prendrai l'exemple des pays que je connais, le Maroc envoie énormément d'étudiants dans les meilleures écoles occidentales. Euh, le Sénégal aussi, il y a d'autres pays aussi qui font pareil, mais ces étudiants également ne retournent pas après, ils restent pour travailler. Est-ce que c'est parce que les salaires ne sont pas attractifs ou bien l'environnement de leur pays d'origine ne leur permettrait pas de s'exprimer entièrement? Je dirais oui. Il y a le fait salaire, il y a aussi le fait environnement. Vous savez, l'homme n'est pas uniquement basé sur le financier ou tout ce qui est d'ordre pécunier. La garantie d'un bon salaire après avoir étudié par exemple à Yale ou avoir étudié à MIT ou bien simplement dans nos pays ici qui s'élève en millions. Mais lorsque vous revenez et que les parents ont tant investi, et surtout quand vous avez l'expérience aussi, et vous revenez, vous n'avez pas je veux dire, des propositions adéquates, mais arrivé à un certain moment, vous vous dites que vous êtes tiré plutôt une balle dans le pied. Mais je pense qu'aussi, il ne faut pas forcément rechercher un rapide retour sur investissement. Il y a aussi ça parce que moi je connais bien nos frères qui sont encore en Europe. C'est pas qu'ils gagnent aussi, je veux dire qu'ils soient à l'aise financièrement, mais c'est le fait d'être dans un environnement qui leur permettra de pouvoir atteindre certains objectifs qui se sont fixés. Donc déjà, il y a des structures qui existent comme Talent to Africa, que je connais bien, qui est un réseau de chasseurs de tête qui trouvent des opportunités pour ces jeunes-là ou ces travailleurs qui ont déjà eu à développer certaines expertises à l'extérieur et on leur permet de pouvoir revenir en Afrique si souhait exprimé et de pouvoir vraiment implémenter ce qu'ils ont reçu. Et je pense qu'il y a, il y a un répertoire d'entreprises qui est déjà trouvé et qui correspond aux besoins en termes financiers et en termes aussi je veux dire, hygiéniques en parlant comme Herzberg de sa théorie. Donc, pour vous dire qu'il y a des organismes ici, en interne, en Afrique, qui existent et qui permettent aux expatriés, qui permettent plutôt à nos jeunes frères ou à nos, je veux dire, à nos compatriotes qui ont déjà exercé ou qui sont allés par le biais d'une bourse, une fois de retour au pays, de retrouver, pas forcément à 100% les mêmes conditions, mais quand même de retrouver le minimum de telle sorte qu'ils puissent être dans l'environnement, dans le conditionnement nécessaire. Il y a ces entreprises-là qui existent. Vous avez aussi des réseaux très forts. Et c'est en cela que j'invite les gens à se documenter. J'invite nos frères africains francophones à partager leurs expériences, à partager les opportunités qu'ils ont. Dans le monde anglophone, ça se partage facilement. Quand vous avez le groupe des anciens de Taïwan, par exemple, qui est fait par des jeunes étudiants d'Accra, qui vont vous dire, ah, ok, voici en Afrique, par exemple, des entreprises qui recrutent tous ceux qui ont étudié à Taïwan et dans les mêmes conditions, ou bien du moins qui payent ne serait-ce que 50 ou 60% pareil que dans le pays dans lequel nous nous trouvions. Et du lobbying est fait. Certaines entreprises, même en interne ici, vont faire ce chasse-tête-là, vont aller chercher ces talents-là à l'international, les débaucher et les faire revenir ici en Afrique. Ça existe. Mais comme je le dis, il faut partager ce genre d'initiatives. Il faut les rendre, je veux dire, il faut les rendre publiques, de telle sorte que quand quelqu'un est allé étudier à l'extérieur, il ne reste pas dans l'atmosphère du matondi où voici les réalités du pays. Non, il y a ces opportunités-là qui existent, il y a ces liens, il y a ces sites web sur lesquels on peut aller déjà communiquer, de telle sorte que nos frères qui sont déjà là-bas, qui ont déjà acquis du savoir-faire, puissent revenir et déjà balayer du revers de la main la question même de l'adaptation, parce qu'ils savent que déjà, certains comme eux, déjà 5, 6 ans auparavant, sont déjà revenus et sont au moins dans des conditions optimum. Parce qu'il y a aussi le sacrifice à faire. Ça tombe bien. Il y a des cabinets qui existent, qui vont chercher également, qui vont chercher des personnes à l'extérieur.
Mais est-ce que ces cabinets sont tournés en interne? Parce que aujourd'hui, on parle beaucoup d'extérieur, de la diaspora, mais il y a des millions et des milliers de personnes qui étudient en Afrique qui n'ont pas les opportunités. Quel est le marché de l'emploi pour eux? Parce qu'on les demande à chaque fois, il faudrait qu'ils aient un an d'expérience, il faudrait qu'ils aient fait des stages, alors que personne ne les donne des stages. Euh, que doit-on faire pour ces personnes? Déjà, cette question, je pense qu'elle a plusieurs volets. Dans mon livre, j'ai dit, le stage, il est très important, mais aujourd'hui, on ne donne pas de stage. Mais il faut se proposer pour des stages. Beaucoup d'étudiants n'attendent que le BTS ou la licence ou le master pour venir faire valider leur stage. Je dis non, le monde a changé. C'est à vous d'aller frapper à la porte comme un artiste qui voudrait que son CD passe dans une maison je veux dire, soit dans une télé. Rapidement, comme le font les menuisiers, comme le font les mécaniciens, c'est l'apprenti qui va vers son maître. Et l'apprenti va apprendre son travail auprès du maître. Aujourd'hui, on a des institutions qui existent, on a des entreprises qui existent, même dans nos quartiers. Moi, je fais par exemple de la gestion d'entreprise, mais je viens frapper à la porte d'une entreprise de cold calling. Bonjour monsieur, je suis monsieur Tan, je fais des études dans tel domaine. Je veux me porter volontaire dans votre entreprise pour apprendre. Même si vous frappez à 10 portes, il y a au moins une porte qui s'ouvrira pour vous. Même si on vous envoie faire des photocopies, allez-y. Parce que une semaine, 2 semaines, vous allez apprendre beaucoup. Et cela va se justifier sur votre CV plus tard. Et à la fin de ces stages de volontariat, moi je demande beaucoup aux étudiants d'avoir cette initiative de demander un certificat de volontariat. Ça prouvera que vous êtes passé dans telle entreprise, vous avez eu de telle période à telle période, eu à effectuer tel type je veux dire, de fonction. Mais en général, nos étudiants ne pas dire, est-ce que le stage est payant? Mais vous n'avez jamais travaillé. Vous présentez comme, je veux dire, un produit. Parce que votre CV, c'est vous en papier. Vous êtes un produit. Mais qu'est-ce qui va vous différencier des autres? Il faut passer, c'est votre parcours qu'on regarde. Et si le stage ne vient pas à vous, vous allez vers le stage. Pour ceux qui ont cette faculté ou cet esprit entrepreneurial-là, moi je leur dirais, c'est bien beau de commencer par créer, mais je dirais qu'il est bon d'aller apprendre. Allez-y avec cette ambition d'apprendre. Et comme je le dis, même si on vous refuse, il y a forcément quelqu'un qui va vous prendre sous son aile. Et ça, comptabilisé sur le long terme, vous aurez quelque chose à apprendre du monde de l'emploi. Pour revenir à nos frères qui sont en Afrique et qui ont des compétences, mais malheureusement qui n'avaient. Moi, je dirais tout simplement que aujourd'hui, on a Internet. On a les Massive Online Open Courses, les MOOC. On a l'opportunité de s'asseoir avec sa connexion et d'aller faire des certificats du NEPAD, du PNUD et autres, d'ouvrir notre champ de vision. Et je pense qu'on n'est plus lésé. Parce que pour moi, être sur Internet, c'est chaque fois prendre le billet d'avion gratuitement et d'aller me former. Donc il faut, pour nos jeunes frères, pour nos amis, d'identifier aujourd'hui les expertises sectorielles qui sont demandées dans leur spécialisation et chercher je veux dire, ces cours en ligne ou ces formations en ligne qui ont un but certifiant. De telle sorte que ça comble le déficit. Parce que parfois en entretien, j'entends dire par certains DRH, celui-là, il a étudié en Europe, il a son CVF. Non, je ne suis pas d'accord. On a des gens qui ont étudié, mais qui ne sont pas véritablement, je veux dire, en mesure de pouvoir occuper le poste. L'expérience, il joue pour beaucoup. On a des individus en interne qui sont capables, mais tout se joue sur la marketabilité, sur notre façon à nous de nous présenter en entretien. Si on part déjà avec le fait que, comme on n'a pas étudié dans de grandes écoles, comme on n'a pas étudié à l'extérieur, on part déjà avec ce sentiment de défaite. En réalité, tout est mental. Même si le recruteur a son coefficient directeur disant que ceux qui ont étudié dans tel pays, ils ont par exemple, ils sont cotés, mais c'est à moi sur le terrain, lorsqu'on me donne l'occasion, l'opportunité de démontrer par mon parcours le pourquoi de mes choix et le pourquoi de ma présence en tant que l'homme qui répondra aux besoins de l'entreprise. Et ça, à travers les formations qu'on a aujourd'hui, je pense qu'avec Internet,
où on a aujourd'hui l'opportunité de se former dans tout domaine, de participer même à des webinaires qui changeront notre mentalité, qui changeront notre vision. Et je pense qu'en interne, celui qui est documenté, celui qui a l'information, même sans avoir été à l'international, il est à mesure de pouvoir compétir avec n'importe quel individu. Ben, merci, monsieur Liam. Vous parlez surtout de compétition, de compétir avec ceux qui sont à l'extérieur, mais il n'y a pas un plafond de verre qui existe à ce niveau, puisqu'il y a ce complexe qui s'installe. Vous l'avez très bien dit, les recruteurs préfèrent prendre des gens qui viennent de l'Occident, qui ont étudié soit à Harvard, dans des postes de manager. Et est-ce que, est-ce que des personnes qui sont en Afrique ne sont pas à même de jouer ce rôle? Et est-ce que le rôle également de ce plafond de verre est attribué totalement à l'individu, au système, quid des autres éléments de l'environnement? Est-ce que l'environnement permet l'épanouissement et la recherche également de ces informations, de ces formations de la part de l'individu, puisqu'on sait que le coût d'Internet, vous parlez de webinaire, est aussi élevé, qui constitue un enjeu aussi stratégique pour les États. Comment aujourd'hui, pour des étudiants, avoir accès facilement à Internet, avoir accès à d'autres documentations que vous avez dit, sachant qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a même pas une bibliothèque nationale à ce nom. Comment aller vers cette connaissance? D'accord. Déjà, comme vous l'avez dit, le problème, comme je le disais au départ, il est sociologique et psychologique aussi. Dans la tête du francophone, il y a ce complexe-là. Je le dis aujourd'hui, grâce à Internet, tout a changé. Moi, je ne peux pas concevoir, et jusqu'à présent, je n'arrive pas à concevoir qu'on ait un téléphone qui coûte 150 000 francs, 200 000 francs, et qu'on ne soit pas en mesure d'enlever 15 000 ou 25 000 francs pour aller participer à un séminaire de développement professionnel ou personnel qui sera par exemple fait par l'hôtel Ivoire ou dans un espace. Mais on préfère déjà, en fait, déjà c'est la conception de l'investissement. Il faut apprendre à investir en soi. Je ne suis pas issu d'une famille aisée. Moi, comme je le disais depuis toujours, j'ai rapidement identifié ce dont j'avais besoin. Je ne dirais pas que je suis un cas isolé, mais j'en ai vu plusieurs qui se sacrifiaient pour un téléphone, qui se sacrifiaient pour une robe, qui se sacrifiaient pour certaines choses. Mais pourquoi ne pas le retranscrire aussi pour notre formation? Là où le parent donnera par exemple 500 000 ou 700 000 francs pour une formation, je veux dire pour une formation, est-ce que moi, à travers mon argent de poche, avec les informations que j'ai sur certains webinaires et autres, si c'est par exemple 15 000 ou 20 000 francs, est-ce que je ne peux pas aller déjà m'inscrire pour voir un peu? Et c'est le rôle en réalité de nos écoles, à travers ce mariage entreprise-école, qui nous diront par exemple, on a fait des efforts à travers votre formation, chaque samedi par exemple, ou une fois dans l'année, on permettra à ce que vous allez dans des séminaires de formation et autres. Déjà, cette culture-là commence à être instaurée depuis l'université ou bien depuis le centre de formation. Donc l'individu déjà sait que sa carrière ne réside pas uniquement dans la main de son université ou de ses parents, mais il est aussi appelé à pouvoir investir dans sa formation. Comme je le dis, aujourd'hui, même si le coût d'Internet est élevé, il ne faudrait pas qu'on se voile la face. On a aujourd'hui la possibilité, avec je veux dire, les téléphones Android ou les téléphones, les iPhones et autres, mais de pouvoir, déjà même, on n'est même pas informaticien et on va acheter un téléphone de 400 000 francs. Pourtant, ce téléphone-là est fait pour pouvoir travailler. Ce téléphone est fait pour pouvoir engranger de la ressource. Mais déjà, la conception, elle est mauvaise. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, l'individu doit être responsable de sa carrière. Avant, pour parler un peu du type de carrière aussi, au temps de nos parents, le marché de l'emploi n'était pas aussi fermé comme il était aujourd'hui. On avait affaire à des individus qui restaient dans la même entreprise pendant 30, 40 ans. Mais depuis la bulle d'Internet, depuis les grands changements à partir des années 2000, on se rend compte qu'on n'a plus affaire à des carrières où on y reste pour 15, 20 ans. C'est rare. On a la précarité de l'emploi. Mais comment développer cette capacité-là à pouvoir résister
aux différents changements. Mais c'est si on investit en soi. Si on arrive à développer d'autres compétences, on arrivera à le faire en investissant en nous, en achetant par exemple des livres de management, en achetant des livres qui nous encouragent dans le domaine dans lequel nous sommes, où on aura à travers 250 pages ou 100 pages les raccourcis donnés par quelqu'un qui est déjà passé par là où nous passons. Donc je reviens encore, cela doit être pris par l'individu lui-même. L'environnement social conditionne l'individu, certes, mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme ouverture sur le monde extérieur, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas à mesure d'avoir l'information et commencer déjà à cultiver un cercle aussi d'amis. C'est ce qu'il faut. Il faut cultiver aussi ce cercle-là. Identifier ces individus-là qui ont cette capacité à nous transcender, de nous amener à développer des compétences qu'on ne se soupçonnerait même pas. 500 francs pour un pass Internet, oui, c'est mieux. Si on vous donne les éléments, si vous savez que vous pouvez aller sur Linkshare, vous pouvez aller par exemple sur, comme sur un site comme PDF Drive, vous avez plus de 10 000 livres de management qui s'offrent à vous gratuitement, ne serait-ce que télécharger un seul livre ou télécharger une seule vidéo, par exemple, d'un monsieur comme John C. Maxwell ou des experts qu'on a déjà ici. Mais ça nous change l'esprit. Investir dans des magazines ou des tycoons, par exemple, où on a des gens en interne en Côte d'Ivoire ou en Afrique qui sont des modèles de réussite. Allez acheter ces genres de magazines-là. Dans ces magazines, on aura forcément des liens, on aura forcément des histoires, on aura forcément des raccourcis. Et cela va combler en nous ce vide qu'on n'avait pas et ce vide qu'on avait. Et ça va renforcer notre estime de nous-mêmes. Et dès lors, on saura qu'il y a des pas vers le changement effectué. Et cela n'est plus totalement dans la main de nos gouvernants, ou cela n'est plus totalement dans la main de nos parents, mais on est à mesure, comme les anglophones le disent, de change notre destinée. Merci. Également, il y a une paresse intellectuelle qui s'installe au niveau de la nouvelle génération. Est-ce que vous direz que cette génération prend beaucoup de raccourcis pour aller plus vite ou bien se donne les moyens, compte tenu de l'évolution technologique dont vous avez parlé, de vivre avec son temps pour pouvoir acquérir le minimum nécessaire et pour pouvoir avoir le maximum à la fin? Moi, je pense que c'est un fait culturel. Hein. Actuellement, pratiquement, nos sociétés, je ne dirais pas qu'elles sont à la dérive, mais on manque de repères. On n'a pas ces repères-là. On nous présente plutôt des modèles qui ne sont pas des modèles de développement, qui ne sont pas des modèles, excusez-moi du thème, mais qui ne sont pas des modèles pour pouvoir stimuler positivement, mais plutôt négativement. Quand je regarde parfois sur Internet des débats ou des conférences qui visent à optimiser ou à démocratiser la connaissance ou à donner de la capacité, de la matière à nos jeunes, vous regardez, il n'y a que 300 individus qui participent. Mais par contre, un buzz artistique ou bien d'une certaine nature, vous avez 800 000 individus derrière. C'est pour dire que déjà, il y a un problème. C'est pourquoi j'estime qu'il faut redonner à l'intelligence sa place de départ. Je n'appelle pas intelligence l'intellectualisme, non. Celui qui est au village, qui a réussi ses buts d'ignames et qui arrive à nourrir sa famille et qui arrive depuis 30 ou 40 ans à perpétuer son business, c'est ce que j'appelle l'intelligence. Mettre en lumière ce genre d'exemples comme Père à son âme, Irielou Colette, ces dames de Coco Vico de l'époque, ces exemples de développement africain, qu'ils soient agricoles, qu'ils soient au niveau de la pêche, de l'artisanat, quand on les met en lumière, cela a pour but de dynamiser la confiance en soi et de savoir qu'il y a des individus qui se battent d'arrache-pied et qui sont en mesure de pouvoir changer, qui ont pu changer leur destinée. On nous présente que des modèles qui sont loin d'être des modèles. Un jeune, je le dis, la conscience n'est pas totalement dessinée. On peut encore impacter. Mais lorsqu'on vous nourrit à une certaine réalité, pendant des années, elle devient votre réalité. Aussi, il y a des termes comme l'éducation civique qui ont disparu. Il y a la lecture, on ne lit pas. On parle d'école de guerre économique, mais la guerre économique, c'est la lecture.
Il faut pouvoir lire pour savoir ce que l'autre, pour savoir, par exemple, dans l'art de la guerre, ce qui a été fait. Qu'est-ce que Keynes a eu à faire? Qu'est-ce que nos éminents professeurs tels que Wole Soyinka et autres ont pu apporter au développement de leur pays? Tous ces secrets-là sont enfouis dans les livres. Mais notre jeunesse ne lit pas. On pourra dire que le rapport avec le papier, non. Aujourd'hui, avec les Kindle et Amazon, il y a cette possibilité-là. Et même avec les livres audio. Et j'estime que c'est le rôle de toute une société. On a tous démissionné. Depuis l'école primaire, en passant par l'université, on a tous démissionné. On nous donne, on n'est que le fruit de l'éducation qu'on a reçue. Depuis un certain moment, on n'a pas de repères, on n'a pas de modèle. Les quelques modèles qu'on a, on ne les met pas assez en lumière. Si on vous présente une réalité plusieurs fois, elle va finir par être votre réalité. Vous allez finir par penser que c'est ce qui se fait partout. Et si vous avez la chance d'aller ailleurs, vous avez la chance de rencontrer quelqu'un d'autre, vous vous rendez compte qu'il y a un grand changement, il y a une grande différence. Et c'est là que vous prenez conscience que vous êtes en retard. C'est là que vous prenez conscience que vous avez le potentiel, mais vous n'êtes pas à la bonne place. Il appartient à nos décideurs, à toutes les parties prenantes encore de l'éducation, de redéfinir les bases de l'exemplarité. Et je pense qu'en le faisant, ça va impacter la jeunesse forcément. Car la jeunesse commence par l'enfance. Mais la jeunesse, aujourd'hui, regarde les modèles de haut. Donc, il faut commencer depuis le sommet par présenter des modèles de réussite, par présenter des modèles d'impact véritables pour le développement. Je dirais à nos participants, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je ferai l'effort de relayer vos questions à notre hôte de ce jour, M. Atos. Je vous entends difficilement. Hein. M. Atos, vous venez de dire quelque chose d'important. L'éducation commence au berceau. Mais si l'éducation commence au berceau, les programmes de financement du système éducatif africain, ne pensez pas vous que ces financements orientent l'éducation vers d'autres pays? Est-ce que ça oriente l'éducation réellement pour le développement de l'Afrique? Déjà, je ne suis pas un adepte de la réception de financement pour nos pays africains. Parce que déjà, les subventions que nous recevons nous dictent une certaine politique, nous dictent une conduite à tenir. Et déjà, c'est biaisé d'avance. Je ne suis pas sûr que les modèles de réussite actuels qu'on a à travers les 7 dragons, Taïwan, Chine et autres, et les BRICS qu'on a, Brésil, Russie et autres, ont accepté cette manne financière-là avec les conditions imposées. Je pense que si nous-mêmes, on arrive à créer de la matière, à créer de la ressource, on pourra imposer les changements nécessaires qu'on voudrait pour notre société. Mais malheureusement, on nous dicte pratiquement, je parle bien entre guillemets de l'Afrique francophone, la majeure partie, on nous dicte ou bien du moins on copie des modèles qui ne répondent pas à nos besoins. Et cela a pour effet qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'on est déjà au terme de Je ce vous entends difficilement. Hein. nous sommes presque au terme de ce webinaire très intéressant d'ailleurs. Et je pense qu'il y a monsieur Edoukou qui aimerait intervenir également et peut apporter d'informations. Monsieur Edoukou, vous pouvez apporter le complément d'information nécessaire pour monsieur Edoukou. Vous pouvez désactiver votre micro. Je vous entends difficilement. On n'entend pratiquement pas. Vous êtes là? Là, c'est bon? Oui, là, je vous entends mieux. Ok. Il y a M. Edoukou Steven qui voudrait apporter des compléments de réponse à ce que vous venez de dire. Donc, du coup, on va lui apporter sa contribution à cette réflexion. S'il veut bien activer son micro et prendre la parole. D'accord.
Donc, s'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir, qui nous le disent dans le chat, et, on pourra les faire intervenir de facto. On vient de parler de financement de l'éducation. On a parlé de beaucoup de choses à la fois. L'éducation est le socle de développement d'une nation. Comment orientez-vous en tant que spécialiste déployer l'éducation? Comment orienter l'éducation en Afrique pour atteindre les objectifs que les États africains se sont fixés? D'accord. Déjà, j'estime, et je reviens encore là-dessus, quand vous êtes encore tributaire de quelqu'un, vous ne pouvez en aucun cas implémenter les changements que vous souhaiterez avoir. Nos systèmes, on a beau avoir les financements nécessaires, on ne produira jamais un résultat différent. On produira un résultat différent lorsqu'on sera en mesure de produire nous-mêmes les moyens du financement de nos ressources ou bien du financement de notre système. Quand on reçoit des financements sur des thématiques en gestion de projet, il y a des exigences. Je ne pense pas qu'un pays au monde puisse donner de l'argent pour créer de la richesse à un autre pays pour qu'il puisse en retour venir faire la compétition. Je ne pense pas. Ça, franchement, je ne le pense pas. Il appartient à nos pays francophones de comprendre que nous sommes dans une guerre économique, dans une guerre des talents. Il faut penser sur 50 ans, il faut penser sur 100 ans. On ne peut pas toujours recevoir de l'argent de certaines personnes et prétendre vouloir, une indépendance dans notre manière de gérer notre éducation. Je le dis parce que les fondements de notre éducation, déjà, les piliers ne sont plus solides ou les piliers ne tiennent plus. Une table ronde de plus est vrai s'impose parce que à travers un véritable programme proposé par nos dirigeants, en donnant des axes stratégiques de leur pensée économique, on aura l'impact recherché dans la présentation de notre système ou bien du nouveau système qu'on souhaiterait avoir. Je vous donne l'exemple de la Prusse. À l'époque, on héritait du métier de son père. Avant, c'était comme ça. Et les souverains, le château existait, si vous voulez, et chacun jouait son rôle dans la chaîne économique. Mais arrivé à un certain moment, les bijoutiers, ces gens-là qui sont dans le commerce de tout ce qui est or et autres, ont commencé à développer de la richesse à un point où on commençait à influencer les royaumes. Et on commençait à faciliter des monopoles sur les biens des souverains. Qu'est-ce qui a été fait? On a demandé à ce que tout soit standardisé. Le souverain de l'époque a estimé qu'à partir d'aujourd'hui, tous les commerces sont confinés dans la main du roi. Et on a demandé à tous ces jeunes-là de rejoindre l'armée, à tous ces hommes de rejoindre l'armée. Dès lors, les spécialisations ont cessé. Le pouvoir était concentré dans la main du souverain. Et bizarrement, jusqu'à aujourd'hui, on a cette éducation de masse où on nous dicte la politique à suivre et on perd notre spécialisation, on perd notre savoir-faire, on perd notre compétence de base. Je reviens. Quand nos décideurs comprendront que le rendez-vous de l'international passe par l'éducation, le rendez-vous de l'international passe par l'autonomisation de notre système éducatif, en donnant les moyens qu'il faut, en investissant ce qu'il faut, sans avoir eu des contraintes extérieures, quand par exemple un pays comme le Mali ou la Côte d'Ivoire souhaiterait investir plus de 40% de son budget dans l'éducation, et cela ne sera pas soumis à une quelconque influence extérieure, même quand cette influence-là même est minime, est-ce qu'on a les individus ou les acteurs qu'il faut pour amener ce changement qu'on recherche? Parce que je le dis,
laisser l'université ou l'éducation uniquement dans la main d'un universitaire semblerait a priori la solution, mais ce n'est pas vrai. Mais quand on confie le rôle de l'éducation à un groupe, à des stakeholders, à des parties prenantes qui ont un intérêt capital dans la réussite d'un tel projet, et chacun arrive à donner, ou ne pas dire chacun est, comment on le dit, c'est-à-dire chacun est surveillé étroitement, la performance de l'un dépend de la performance de l'autre, puisque c'est une roue. Dès lors, on aura le succès escompté. Mais surtout qu'on se donne de la planification. Il faut planifier l'éducation. L'éducation de 1950 ne doit pas être l'éducation de 2020. L'éducation de 2020 doit être pensée, de 2050 doit être pensée maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de changements qui sont rentrés en ligne de compte dans notre sphère éducative. Les universités aujourd'hui s'autofinancent. On n'est pas encore à ce niveau. Parce que tout simplement, on a encore une uniformisation, on a encore le rôle du président de l'université qui joue le rôle de monsieur qui maîtrise tout. Or, l'université doit être une université d'entreprise. L'université doit répondre à des besoins sectoriels, pour ne pas dire des besoins même de région. Quand une université est dans une certaine région, elle doit épouser les ressources de la région, épouser l'environnement de la région et créer de la richesse en fonction. Et cela demande à ce que, au plus haut sommet de l'État, on ait cette vision-là et qu'on la partage et qu'on y réfléchisse maintenant.